Dionysos, à la chevelure d'or, fit de Phèdre la fille de Minos, sa femme. Apollon à la chevelure d'or aime toujours l'état de Syracuse et honore Hieron, l'avocat de la ville. Hermione était aussi claire que la blondeur d'Aphrodite elle-même. Le blond Ménélaos menait son char. Ménélas, aux cheveux d'or, gagnerait puisqu'il était le plus grand des Achéens. La blonde Déméter sépare le bon grain de l'ivraie. La Grèce et la Rome antique ont illuminé le monde par la splendeur de leur civilisation. Symbole de l'excellence, de la prospérité et de la beauté, nous avons oublié qui étaient les anciens Grecs qui jadis posèrent les colonnes du temple d'Athènes. Nous avons oublié l'identité originelle des grands empereurs romains qui étalèrent sur le monde leur domination. Aveuglés par les grands bouleversements ethniques et raciaux qui ont touché la Grèce et l'Italie depuis ces époques lointaines, nous avons perdu de vue le sang de ceux qui avaient bâti ces cités florissantes. Bien que la plupart des historiens contemporains spécialistes de l'Antiquité n'abordent pas la question raciale dans leurs travaux, cette question reste néanmoins intéressante en vue de comprendre comment la biologie s'articule autour des fondations d'une civilisation. Les universitaires d'aujourd'hui tournent le dos au consensus qui prévalait jusque dans les années 1960. Le Penguin Historical Atlas of Ancient Greece, écrit en 1996, se moque des théories raciales indubitablement douteuses qui sont au fondement de ces reconstructions, mais n'en propose aucune en échange, se contentant d'affirmer que les origines des Grecs demeurent un sujet âprement disputé. L'auteur admet pourtant de façon stupéfiante ce qui suit. La plupart des idées concernant leurs origines raciales furent développées au XIXe siècle, et bien qu'elles fussent assez fondées sur la tradition historique, sur l'archéologie et la linguistique, elles furent mêlées de suppositions plus douteuses. Ces suppositions douteuses font évidemment référence à une possible utilisation politique. Cependant, nous devons voir les choses telles qu'elles sont. Même si la question de l'ethnicité des peuples peut nourrir un terrain politique, elle reste pourtant cruciale afin d'avoir une meilleure compréhension du passé. À cause du tabou de la race, de manière claire, le monde scientifique a subi une forte régression au niveau de ses connaissances historiques sur le sujet par le refus des historiens contemporains d'aborder cette question épineuse. Or, on constate, pendant la première moitié du XXe siècle, qu'existait un fort intérêt universitaire pour cette recherche, qui découla sur une connaissance détaillée du sujet. Malheureusement, un des maux de notre société progressiste est justement de trop sous-estimer le travail des historiens des 2 derniers siècles en les considérant comme désuètes, alors que bien souvent le travail fourni par ces hommes fut d'une qualité supérieure. La Grèce classique, comme la Rome antique, était au départ une fusion à la fois culturelle et raciale de plusieurs populations blanches. Les plus anciens habitants de la Grèce étaient les Minoens. Ils édifièrent une civilisation impressionnante en Crète depuis le début du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Va ensuite la civilisation mycénienne, qui est une civilisation s'étendant de 1400 à 1100 avant Jésus-Christ environ. Cette civilisation se développe à partir du sud de la Grèce continentale, puis autour de 1200 avant Jésus-Christ, la civilisation mycénienne entre dans une phase de déclin. Les traits culturels mycéniens disparaissent progressivement après le XIIe siècle avant Jésus-Christ, durant la période appelée les âges obscurs. L'étude de Lazzaridi et ses collègues, Genetic Origins of the Minoans and the Mycenaeans, démontre que, je cite, « Les phénotypes des anciens Minoens et Mycéniens sont conformes avec les anciennes représentations retrouvées, c'est-à-dire d'une population blanche avec les cheveux et les yeux plutôt foncés. Cependant, chez les Mycéniens, on note déjà l'apparition d'une composante issue du Nord, située selon l'étude entre 4 et 16%. Comme le relate ensuite l'étude, on ignore encore si la composante issue du Nord chez les Mycéniens est arrivée progressivement, de manière sporadique ou rapidement comme en Europe centrale. Reste que la venue des proto-grecs aux cheveux clairs dans la région est issue d'une migration depuis le Nord qui se serait étendue sur des siècles. En effet, James Patrick Mallory, archéologue et indo-européaniste, écrivait en 1989 au sujet des différentes hypothèses relatives aux proto-grecs. L'état actuel de nos connaissances sur les dialectes grecs laisse tout à fait la place à la possibilité d'une vague migratoire indo-européenne en Grèce entre 2200 et 1600 avant Jésus-Christ, dont les descendants seront par la suite des locuteurs du grec. Il est généralement admis que le grec est né du contact entre immigrants indo-européens
et les peuples autochtones de la péninsule des Balkans vers 2000 avant Jésus-Christ. Entendez par Indo-Européens des Aryens, c'est exactement le même mot. Ces vagues de population se comportent comme des envahisseurs et des conquérants. En effet, on note des traces archéologiques de conflits guerriers dans ces régions. Les Aryens, également nommés Indo-Européens venus en Grèce, étaient peu nombreux si on en croit d'après cette étude la faible quantité de génomes issus des steppes que possédaient les Mycéniens comparée à la quantité de génomes qu'ils possédaient issus des autochtones. Pourtant, par l'imposition évidente du grec ancien, les migrants proto-grecs ont su répandre leur langue dans toute la région malgré leur nombre. Leur mélange avec les autochtones formera le peuple hétérogène de la Grèce classique, dont les nouvelles élites provenant du nord donneront l'impulsion nécessaire pour bâtir le nouvel âge d'or de la Grèce qui survient après l'an 1000 avant notre ère. Cela nous semble parfois invraisemblable, car nous jugeons les peuples de la Méditerranée d'après l'état où nous les trouvons aujourd'hui. C'est une erreur de perspective, car les populations passées ne sont pas toujours les populations présentes. À savoir que l'étude génétique de Lazaridi fut utilisée par certains internautes malhonnêtes pour prouver que la Grèce classique était en fait l'aboutissement de populations blanches foncées. Or, comme le dit justement le titre de l'étude, ce ne sont pas des Grecs. Les Minoens et les Mycéniens ne parlaient même pas le grec ancien. Elle permet de connaître uniquement le génome de 19 individus, dont parmi eux 10 Minoens de Crète, datés entre 2900 et 1700 avant Jésus-Christ, 4 Mycéniens de Grèce continentale, datés entre 1700 et 1200 avant Jésus-Christ, un individu de l'ouest de la Crète, daté de 1350 avant Jésus-Christ, correspondant à la période d'occupation mycénienne de l'île, et le reste étant un fermier néolithique du sud du Péloponnèse, daté de 5400 avant Jésus-Christ, et 3 individus d'Anatolie du sud-ouest, datés de l'âge du bronze entre 2800 et 1800 avant Jésus-Christ. Il n'est donc aucunement question ici de grec ancien et de la Grèce classique, qui surviendra des siècles de migration après, vers l'an 1000. Les Minoens et les Mycéniens ne parlaient même pas le grec ancien, ce ne sont pas des Grecs. De plus, les études génétiques ont leurs limites quand il s'agit d'avoir une idée précise et proportionnelle d'une population de milliers ou centaines de milliers de personnes. Tout ça à partir du séquençage d'une dizaine d'individus répartis sur des centaines voire milliers de kilomètres. D'où l'importance de compléter ces résultats avec les écrits anciens, l'archéologie et la mythologie afin d'avoir une vision d'ensemble plus cohérente. Mais là encore, le progressisme scientifique actuel vous dira que la mythologie des peuples anciens est une fable, sans aucune vérité derrière, la considérant à la limite du conte pour enfants, tandis qu'il mettra le séquençage d'une dizaine d'individus sur un piédestal. Ne tombant pas dans ce piège, nous exposerons ici un vaste corpus documentaire de la Grèce classique et de la Rome antique, de descriptions physiques et raciales, que ce soit à travers les historiens antiques ou modernes, la mythologie et l'archéologie. Pindare, poète lyrique thébain du 5e siècle avant notre ère, parle des Grecs comme des Danéens aux cheveux clairs, se servant ici de la désignation poétique des Hellènes. De la même façon, Alcman, poète lacédémonien du 7e siècle avant notre ère, et le poète Bacchylide avaient fait l'éloge de la beauté des sportives spartiates, à la chevelure d'or et au regard de violette dans les Parthénées, tandis qu'ils évoquèrent les yeux argentés des lacédémoniennes. Dicaercus, philosophe, géographe et l'un des premiers disciples d'Aristote, décrivait les Thébaines comme les femmes les plus grandes, les plus jolies et les plus gracieuses de toutes les Lades. Leurs cheveux jaunes sont attachés par un nœud au-dessus de la tête. De son côté, le poète grec Archiloque, du 7e siècle avant notre ère, rend hommage aux cheveux blonds de l'une de ses bien-aimées, tandis que la poétesse Sappho, du 7e siècle, parle de sa fille, jolie à la chevelure d'or, dorée comme une fleur. Alcibiade, Alexandre le Grand, Critias, Démétrius de Phalère, le roi Lysimaque, le roi Pyrrhus, Dionysius, le souverain de Syracuse, le dramaturge athénien Euripide avait les cheveux clairs et des yeux clairs. Nous pouvons observer qu'au IVe siècle de notre ère, le médecin et sophiste juif Adamantios décrivait, dans sa physiognomonie, le véritable grec. Partout où la race hellénique et ionique a été maintenue pure, nous voyons des hommes de grande taille, solidement charpentés, bien faits, à la peau assez claire et blonde. Le grec a les yeux les plus beaux. Selon certains auteurs, les cités-États comme Thèbes et Sparte étaient à prédominance nordique. D'autres, comme Athènes, étaient à prédominance méditerranéenne, ou un mélange entre les deux. Pour les Grecs, la plus belle femme qui a jamais vécu, Hélène, était blonde, tout comme ces hommes mythiques, tels qu'Adonis, qui étaient réputés pour leur beauté.
Au sujet de l'apparence des Grecs, les témoignages abondent. Xénophane, philosophe grec ionien du 5e siècle avant notre ère, s'amusa à remarquer que les différents peuples qu'il connaissait croyaient que leurs dieux leur ressemblaient. Nos dieux ont le nez plat et la peau noire, disent les Éthiopiens. Les Thraces disent que leurs dieux ont les cheveux roux et les yeux noisettes. Hésiode, au 7e siècle avant notre ère, appelait Troie le pays des femmes au teint clair. D'après l'historien romain Diodore de Sicile, qui écrivait au 1er siècle de notre ère, le dieu égyptien Seth avait des cheveux tirant vers le roux, couleur rare en Égypte, mais commune parmi les Hellènes. Plutarque, écrivant à la fin du 1er siècle de notre ère, nous dit que le général thébain Pélopidas, mort en 364 avant notre ère, pendant une campagne militaire en Grèce centrale, avait rêvé qu'un spectre lui avait demandé de sacrifier une vierge rousse s'il voulait remporter la victoire le lendemain. Quant à Ulysse, leur grand stratège, il a les cheveux châtains. Sa femme Pénélope est rendue plus blanche que l'ivoire scié. Agamédée, guérisseuse et experte en plantes médicinales, est blonde, et le roi Ménélas de Sparte, l'époux d'Hélène, a les cheveux roux. Hélène, pour sa part, a les cheveux clairs, et ses servantes ont la peau claire elles aussi. Et qu'Amédée aux tresses blondes, Chryséis aux joues claires, et la blonde Briséis. Briséis, semblable à la blonde Aphrodite, aperçoit Patrocle. Ce point d'importance, puisque si certains servants étaient blonds, cela impliquerait que le type nordique ne se cantonnait pas aux seuls Achéens et qu'il était présent ailleurs dans le monde égéen. Homère et Pindare dépeignent la plupart des dieux de l'Olympe avec des cheveux blonds et des yeux brillants, ce qui veut dire bleu, gris ou vert. Déméter a des cheveux jaunes ou blonds, tout comme Léto, la mère d'Apollon, décrite elle aussi comme ayant la chevelure blonde. Aphrodite a des cheveux blonds clairs et Athéna est connue comme la déesse aux yeux brillants et glaucopide en grec, c'est-à-dire bleu-vert. Werner Jaeger, directeur de l'Institut des études classiques à Harvard, écrivit « Le type national de l'envahisseur se maintint dans sa plus grande pureté à Sparte. La race dorienne donna à Pindare son idéal du guerrier aux cheveux clairs de fière ascendance, lequel correspondait non seulement au Ménélas homérique, mais au plus grand des héros grecs, Achille, et en réalité à tous les Danéens aux cheveux clairs, de l'âge héroïque. Il y a un siècle, dans un contexte où les Européens n'avaient pas de tabou concernant les questions raciales et historiques, la fameuse 11e édition de l'Encyclopædia Britannica, publiée en 1911, remarquait que la persistance des cheveux, du teint et des yeux clairs parmi les hautes classes de Thèbes et d'autres localités montrait que le type blond, qui est caractéristique de l'Europe du Nord et de l'Ouest, avait déjà pénétré sur les terres grecques avant la période classique. Thèbes était la ville principale de Béotie, une riche région agricole de la Grèce centrale. L'encyclopédie ajoutait que les premiers Grecs, ou Hellènes, étaient des Nordiques, faisant partie des tribus à cheveux clairs d'Europe du Nord que les anciens appelaient les Keltoi. Il y a 60 ans, le philosophe et socialiste britannique Bertrand Russell affirmait que les Hellènes étaient des envahisseurs aux cheveux clairs venus du Nord qui ont amené dans leur bagage la langue grecque. L'étude de la culture grecque ancienne a démontré qu'une forte prédominance dans les élites de la Grèce antique avait des cheveux blonds ou roux et des yeux clairs. On peut citer de nombreux exemples intéressants tirés de la littérature grecque. Par exemple, dans l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, alors que les aristocrates tels qu'Achille et Ménélas ont les cheveux blonds, les esclaves Eurybates et Thersites sont bruns ou noirs. En effet, l'orateur grec Dio de Prusa a noté que l'idéal de beauté était nordique. Les Grecs admiraient le blond Achille, mais pensaient que le barbare troyen Hector avait les cheveux noirs. Dans son Argonautique, le poète grec Apollonius Rhodius décrivait le héros Jason et les 50 argonautes comme ayant les cheveux blonds. Lorsque l'héroïne Électre, dans la pièce d'Euripide du même nom, trouve une mèche de cheveux de son frère Oreste sur la tombe de leur père Agamemnon, elle peut dire qu'il s'agit de ses cheveux, en raison de leur couleur blonde distinctive. Il semblerait que la noblesse de la Grèce antique, par ses nombreux membres blonds, se distinguait de la masse légèrement plus diversifiée. Les poèmes homériques décrivent les dieux et les déesses comme étant blonds et aux yeux bleus. Le mot pour désigner des cheveux brillants est généralement xanthès, dont nous donnerons la définition plus tard. L'Iliade décrit Déméter comme blonde, Aphrodite comme aux cheveux d'or, Athéna qui est mentionnée 57 fois comme la fille aux yeux bleus de Zeus. Même chez le poète romain Hyginus au 1er siècle de notre ère, Héra et Aphrodite font mention de la déesse Athéna, en décrivant ses yeux brillants. Le mot glaucopis, synonyme de glaukématos, yeux brillants, par opposition à mélanématos, yeux sombres. Ainsi, dans un commentaire d'un passage de l'Iliade, le héros achéen Ménélas est décrit par le commentateur Pisandre comme blond, grand et aux yeux brillants.
L'Odyssée décrit le dieu Rhadamanthys comme étant blond et Aphrodite comme ayant des cheveux dorés. Les personnages du monde humain sont représentés dans les poèmes homériques comme ayant la peau claire et les yeux brillants. Ainsi Achille, Ménélas et Méléagre de l'Iliade sont décrits comme blonds, de même que Briséis et Agamède parmi les figures féminines. Hélène est qualifiée de scintillante. L'Odyssée décrit en de nombreux passages Ménélas comme blond. Elle décrit Pénélope, Hermione et Aphrodite comme blondes. Le professeur Karl Jax a observé que parmi les références homériques aux filles et aux femmes mortelles, comme avec les déesses et les poèmes homériques, les cheveux foncés sont complètement absents. Et George Finsler a souligné que la blondeur des cheveux chez Homère est considérée comme belle et frappante, à un tel point que l'on ne peut pas s'en passer. Pour les Hellènes, l'idée d'un homme beau et noble ne se limite pas à des caractéristiques telles que la peau claire, les cheveux brillants et les yeux bleus, mais aussi à une stature grande et mince. La tournure fréquente de l'expression beau et grand, kales ke megas, qui apparaît déjà à plusieurs reprises chez Homère, peut être retracée plus loin, d'Hérodote à Lucien. Elle est utilisée pour les hommes, les femmes et les enfants. Dans la description de Nausicaa par l'Odyssée, l'idée de la beauté et d'une naissance noble sont liées, notamment à travers la description de Télémaque par Nestor dans l'Odyssée. Aristote dit dans son Éthique à Nicomaque « À la beauté appartient un grand corps ». Pour la sensibilité gréco-nordique, la beauté du corps et de l'esprit est liée à l'idée qu'une belle personne doit être relativement grande afin d'avoir une gravité d'âme, une grandeur d'âme, qui a été qualifiée de mégalepsychia par les Hellènes, magnanimitas par les Romains ou Hörgemüte du Moyen-Âge allemand. Cependant, l'Iliade ne permet pas seulement de reconnaître à quelles caractéristiques corporelles se distinguait l'Hellène de la première époque. Elle montre aussi, à l'aide de deux exemples, comment l'Hellène de la première époque se distinguait des autres. Elle montre à travers deux exemples comment les Grecs de l'époque homérique considéraient les hommes laids des couches inférieures, non libres ou aux esclaves d'origine autochtone ou étrangère. Dans l'Iliade, le personnage archétypal le plus célèbre et le plus représenté pour décrire le démagogue hideux, persifleur, méprisé des héros et menteur, repoussant aussi bien à cause de son apparence physique qu'à cause de sa manière de penser, est Thersites, décrit comme étant un méditerranéen aux cheveux noirs, petit et poilu. Cette caractérisation tout à fait négative place cette population au rôle symbolique de séducteur et de démagogue populaire, pour lesquels sa propre capacité à dominer est dans le calcul de l'esprit humain, dans l'élaboration d'une stratégie de communication et dans l'exaltation loquace de ses propres sentiments et de promesses que souhaitent les foules excitées. La description dans l'Iliade de la nature corporelle et mentale de Thersites, l'incommensurable bavard comme on l'appelait, correspond à la répulsion sentie par une caste dominante nordique à qui appartient le pouvoir, envers un sous-homme glapissant qui ose remettre en cause le pouvoir noble. À savoir que Adolf Schulten a montré que Polybe a décrit les Tyrrhéniens, originaires d'Asie mineure, comme des Thersites. Le nom de Thersites aurait donc aussi été appliqué à une population d'origine d'Asie mineure. Le témoignage de la poésie homérique montre au moins comment à l'époque des poètes on imaginait les dieux et les déesses, les héros et les héroïnes. Ainsi on peut reconnaître dans l'Iliade et l'Odyssée que les caractéristiques corporelles et mentales étaient considérées comme héréditaires et susceptibles d'être transmises, pouvant être cultivées par des générations raffinées grâce à un choix judicieux de l'épouse. Ces témoignages de la poésie montrent que les individus et les peuples humains voient leur divinité à l'image de leur propre corps, comme l'ont remarqué Xénophane et Aristote, et d'après l'Iliade et l'Odyssée, on peut constater qu'au moins les familles dirigeantes d'un peuple qui voyaient ces dieux comme des hommes à la peau claire, blonds et aux yeux bleus, de haute stature, devaient correspondre complètement à cette image. Les témoignages des siècles suivants confirment que les poèmes homériques ont correctement distingué la particularité raciale de l'Hellène des débuts de l'histoire. Ce grec était majoritairement de type nordique. Otto Reiche a mis en évidence un mot grec qui à lui seul représente une affirmation importante sur la nature raciale du grec. Le mot iris pour l'iris des yeux. Iris signifie en fait un arc-en-ciel. Un peuple aux yeux foncés, bruns ou noirs, n'aurait jamais comparé la couleur des yeux à un arc-en-ciel. Seuls les yeux clairs, les yeux bleus, bleu-vert ou gris de la race nordique et les yeux verdâtres de couleur vive pouvaient expliquer un mot comme iris. Ce mot n'a pu être choisi que par un peuple aux yeux brillants et prépondérants. L'Aphrodite de Praxitèle de la ville grecque de Cnidos était la statue la plus connue et la plus copiée du monde antique. Des centaines de copies ont survécu. Or, des experts ont pu déterminer, grâce à des particules de pigments microscopiques,
que la chevelure d'Aphrodite était peinte en blonde. Les Romains dénommaient cette déesse Vénus, et tout comme les Grecs, ils avaient des quantités de ces images cultuelles qu'ils peignaient avec un teint de peau claire et une chevelure blonde dorée, comme l'écrit Joanna Pittman dans Our Blondes en 2003. Athéna Parthénos, le chef-d'œuvre de Phidias, a orné le Parthénon pendant environ 1000 ans jusqu'à sa disparition, qui eut lieu sans doute au 5e siècle de notre ère. Quand le sculpteur américain Alan Lequire voulut en faire une copie fidèle pour le Centennial Park de Nashville, il se fia aux descriptions qui avaient été faites de l'œuvre originale. Dévoilée en 1990, cette statue fait 12,8 mètres de haut et a la peau claire, les yeux bleus et des cheveux dorés. Certaines figurines datant du 4e siècle avant notre ère ont conservé leur couleur. Elles nous montrent des cheveux clairs, roux foncés le plus souvent, des yeux bleus tout comme certaines statues de plus grande taille qui datent de l'époque des guerres médiques, au début du 5e siècle avant notre ère. Un rapide examen des bas-reliefs en marbre, des statues et des bustes révèle des traits européens. Ayant exposé nos données relatives à la Grèce, nous allons maintenant nous pencher sur le cas de l'élément nordique de l'élite dirigeante romaine. On sait peu de choses sur l'avant-Rome. Tout commence avec l'arrivée en Italie des peuples ariens, également nommés indo-européens, qui véhiculent des langues à structure commune. Ces peuples sont arrivés autour des XIIe et XIIIe siècles avant notre ère. L'Italie va alors connaître une grande unité culturelle et linguistique. L'origine des populations qui ont fondé Rome est à placer dans les tribus italiques et les influences celtiques pré-romaines. Les Latins formaient l'une des 8 tribus italiques: Apulii, Bruti, Lucaniens, Sabins, Samnites, Ombriens et Vénètes, qui migrèrent dans la péninsule italique vers 1000 avant notre ère. L'Italie n'était pas vide à cette époque. Les Étrusques étaient au nord de Rome, dans la Toscane actuelle, et il y avait d'autres blancs qui habitaient la péninsule. Bien que des mélanges de peuples s'opèrent de manière plus prononcée au sein de la population que la Grèce, les éléments nordiques se sont hissés en haut de la hiérarchie, ce qui put ainsi faire émerger une grande civilisation. La grandeur historique des Romains est inextricablement liée à leur souche nordique. Les figures les plus marquantes et les plus décisives de l'histoire romaine révèlent cette origine de manière pleinement évidente. Les fondateurs de Rome évoquent malgré toute la brume de légendes qui les entourent, les peuples du Nord les plus originels. Symbole de beauté et d'apogée de la Rome antique, Augustus, premier empereur romain, avait des yeux clairs et des cheveux blonds. Puis, il y aura Tiberius, Caligula, Claudius, Néron, Galba, Otto, Vitellius, Vespasien, Titus, Domitian, Nerva, Trajan, Arjan, Antonius Pius, Lucius Verus et Commodus. Sur les 18 empereurs d'Auguste à Commode, seulement 4 n'ont pas un type physique aux yeux et aux cheveux clairs. En fait, avant que l'Empire ne devienne cosmopolite, comme l'ont démontré les études génétiques de Rome durant son apogée, qui était ce qu'on peut appeler un melting pot, lié à son extension fulgurante et au commerce méditerranéen qui est vecteur d'immigration, dans les hautes sphères de l'État, culturelles, politiques et guerrières, il y avait une prédominance des caractéristiques nordiques dans la classe dirigeante romaine, qui permirent de bâtir une grande civilisation. La poésie lyrique d'Ovide donne des indications sur l'aspect des femmes de la classe supérieure dans les premiers temps de l'Empire. Le fait qu'Ovide attribue des cheveux blonds à beaucoup de déesses comme Aurore, Minerve, Cérès, Diane et Vénus en dit long sur les canons de beauté romains. Il décrit nombre de ses amantes d'une façon telle qu'on surprend des survivances du type nordique à l'époque impériale. Blanches, blondes, elles sont mes plus tendres amours, écrivit-il dans Les Amours en 15 après Jésus-Christ. L'une de ses favorites est grande, avec un teint de pêche, des joues d'ivoire et des yeux clairs. Une autre est une brillante grecque blonde. Il est intéressant de noter que les Romains pensaient qu'Énée, Romulus et Rémus, ainsi que Roma, la déesse qui symbolisait la ville éternelle elle-même, avaient des yeux bleus aux cheveux d'or. Il semblerait que les Romains pensaient que les fondateurs mythiques de leur peuple étaient blonds, car une partie originelle de leur peuple avait les cheveux blonds. Plutarque décrit également bon nombre de personnalités publiques, Marcus, Porcius, Caton, politiciens et combattants de renom face aux Carthaginois, avaient des cheveux roux et des yeux gris.
Lucius Cornelius Sylla, général et dictateur, avait les yeux bleus et les cheveux blonds. En décrivant la vie de Caton l'Ancien, Plutarque affirme et décrit les magistrats romains comme ayant les cheveux clairs et les yeux bleus. Dans un autre passage, celui de la vie de Sulla, il déclare que le dictateur avait des cheveux blonds dorés et des yeux bleus. Suétone, haut fonctionnaire romain et auteur de nombreux ouvrages dont la vie des 12 Césars, décrit la plupart des empereurs avec des traits nordiques. Auguste et Néron avaient tous les deux des cheveux blonds et des yeux bleus. Galba avait les yeux bleus tandis que Domitien était roux. A noter que la famille de l'empereur Néron était appelée les Aenobarbi, c'est-à-dire barbe d'airain ou barbe rousse. Enfin, nous pouvons observer que le nom César dérive du mot latin Caesius qui signifie yeux bleus. La première classe patricienne fondatrice de Rome était constituée d'éléments raciaux nordiques, comme l'affirme Kuhn. Leur type de visage n'est pas originaire du bassin méditerranéen mais dans le nord. Les mouvements en provenance du nord ont introduit des nordiques de deux variétés, le type classique de Hallstatt et le type celtique de l'âge du fer qui formera plus tard la classe des patriciens. Le classiciste allemand Sicklin étudia les archives romaines antiques et démontra que les noms des familles de la plupart des clans patriciens, c'est-à-dire à la classe supérieure et traditionnelle romaine, étaient des références à leurs hérédités. Par exemple, il y avait de nombreux Rufii, Rubri et Rutili, noms qui font référence aux cheveux roux. Il y avait aussi des Flavii, Flaviani et Fluvii, qui révèlent des cheveux blancs. Il est clair qu'au cours de son histoire, l'Italie a été soumise à plusieurs invasions de peuples à prédominance nordique. La première de ces invasions a jeté les bases de la Rome antique. Il y a quantité de livres bien illustrés sur la Rome antique avec des masques mortuaires, des bustes et des statues qui montrent que les patriciens romains étaient des Européens et plus exactement des Européens du Nord. La brillante étude de Peterson intitulée The Classical World en 1985, qui examine les cas de 43 Grecs et de 32 Romains, est éloquente. Le docteur Peterson explique que les Romains peignaient leurs masques mortuaires pour préserver la couleur, aussi bien que la forme des visages de leurs ancêtres. Les yeux bleus, les cheveux blonds et le teint clair sont choses communes, de même que la couleur de ses yeux. Le sculpteur s'est servi d'ivoire et de verre bleu pour représenter ses yeux. Madison Grant soutenait dans The Passing of the Great Race que la noblesse romaine fut d'origine nordique. Prenons le fameux portrait qui sert souvent à illustrer la mode des cheveux dans la Rome impériale. Ces traits sont typiquement nord-européens, un nez délicat et aquilin. Le blondissement des cheveux était une tendance populaire dans la Rome antique. Dans le livre Encyclopedia of Hair, Victoria Sharrow explique « Les teintures capillaires étaient populaires dans la Rome antique, et les historiens ont trouvé plus de 100 recettes différentes que les Romains utilisaient pour décolorer ou teindre les cheveux. Les cheveux clairs sont devenus à la mode après que la culture grecque ait atteint l'Italie et que les légionnaires romains aient commencé à ramener de Gaule des esclaves aux cheveux clairs. Les femmes et certains hommes appliquaient des agents de décoloration sur leurs cheveux, puis les exposaient au soleil pour obtenir une couleur dorée ou rouge. Les personnes les plus riches pouvaient se permettre de saupoudrer de la poudre d'or sur leurs cheveux pour créer une coloration blonde, comme le faisaient les anciens Phéniciens. Une autre façon d'obtenir une teinte plus claire était de couvrir les cheveux de pollen de fleurs et de pétales écrasés de couleur jaune. Lorsque les agents de blanchiment causaient la perte de cheveux, les femmes romaines avaient recours à des perruques fabriquées à partir de cheveux d'esclaves blonds. Il existe de nombreux débats sur la raison pour laquelle les Romains voulaient se teindre les cheveux. Les cheveux blonds étaient considérés comme un trait aristocratique qui aurait pu déterminer le statut social d'une personne dans la société romaine. Que sont devenus les Grecs et les Romains anciens qui étaient porteurs de ces caractéristiques biologiques? Pourquoi aujourd'hui nous avons tendance à croire que les bâtisseurs de ces civilisations étaient semblables à des populations méditerranéennes mélangées? Leurs effectifs se réduisirent et fondirent au cours des guerres et sous l'effet de l'impérialisme et de l'esclavage. Les guerres intestines prolongées furent dévastatrices. Les Hellènes perdirent relativement peu d'hommes lors des deux guerres contre l'Empire perse, mais furent décimés par les guerres inter-helléniques ruineuses qui suivirent. La guerre du Péloponnèse opposa Athènes et ses sujets des cités ioniennes contre la fédération spartiate et dorienne. Puis il y a eu 35 années de guerre intermittente entre Sparte et Thèbes, qui opposèrent deux peuples d'un même alliage, le sang créateur. Les forces amenuisées par le combat étaient parfois renforcées par de nouvelles vagues d'immigration, mais vint un moment où les flux diminuèrent jusqu'à cesser complètement. Ces guerres affaiblirent ces républiques grecques au point qu'elles tombèrent sous le joug macédonien 20 ans plus tard, en 338 avant Jésus-Christ,
ce qui mit fin à l'âge classique grec. Autre facteur, l'argent fut comme toujours un dissolvant racial. Théognis, poète noble de la ville dorienne de Mégare, écrivit au VIe siècle avant notre ère. Le plus noble des hommes se mariera avec la fille de la famille de la plus basse extraction, si seulement elle lui apporte de l'argent. Une dame partagera son lit avec un immonde homme riche préférant l'or au lignage. L'argent est tout, le bien s'accouple avec le mal, et la race est perdue. L'expérience romaine fut tout aussi tragique. Tous les historiens s'accordèrent pour dire que les terribles pertes infligées par Hannibal lors de la deuxième guerre punique furent moindres que les pertes abominables que Rome s'infligea à elle-même lors des presque 100 ans de guerre civile qui suivirent le meurtre du tribun Tiberius Gracchus en 133 avant notre ère. L'immigration fut la conséquence inévitable de l'impérialisme puisque des contingents d'esclaves, d'aventuriers et de marchands affluèrent à Rome. Au bout d'un certain temps, les esclaves étaient libérés, les étrangers donnèrent naissance à des nationaux, des non-romains gagnèrent la citoyenneté et les sanctions légales et sociales contre les mariages mixtes disparurent. Au début de l'Empire, tout ce qui restait de la souche romaine se réduisait à une poignée de familles patriciennes. L'historien Appien se lamentait ainsi. Les masses urbaines sont fortement mélangées de sang étranger. Les esclaves émancipés ont les mêmes droits que les citoyens d'origine, et ceux qui sont encore esclaves ne diffèrent pas physiquement de leurs maîtres. Scipion Émilien, homme d'état et général du clan des Aemili, appelait ces sujets hétérogènes les enfants adoptés de Rome. 150 ans plus tard, Horace écrivit dans le 3e livre des Odes « Nos pères étaient pires que leurs aïeux, nous sommes plus méchants que nos pères et notre postérité sera plus dépravée encore. » Les derniers écrivains de Rome considéraient que leur peuple était dégénéré, au physique comme au moral. Ce qui est sous-entendu dans la Germanie de Tacite, qui se présente comme un traité d'ethnologie, c'est le regret de la vigueur et de la pureté nordique que les Romains avaient perdu. Il vit que les Gaulois et les Germains étaient moralement et physiquement supérieurs aux Romains, ce qui n'échappait pas aux Romaines. En effet, comme dit précédemment, la mode des cheveux blonds faisait rage, au point que les esclaves germaniques et gauloises se faisaient tondre leurs cheveux blonds ou roux pour que les femmes riches s'en fassent des perruques. Au temps de Tertullien, les femmes se teignaient les cheveux. Il disait « Elles ont tellement honte de leur pays qu'elles se plaignent de n'être point nées en Germanie ou en Gaule. » Au IIe siècle de notre ère, le satiriste Juvénal se lamentait de la disparition de la souche patricienne au pur sang bleu, expression figurée pour désigner les nobles dont la peau était si fine qu'elle laissait voir les veines bleues. Cependant, contrairement à la Grèce classique, définitivement perdue à cause des invasions turco-ottomanes dès le XIVe siècle, Rome a ensuite été régénérée par des flux d'un sang nouveau de Germanie et d'Europe centrale, sans contre-influence majeure. Les Germains descendus vers le sud fut un ferment de résurrection pour la Rome arienne des origines. Ils eurent un sang nouveau qui permit de renforcer l'élément nordique, auparavant affaibli par des siècles d'influence étrangère. Quand bien plus tard les Germains décidèrent d'offrir leur service à ces empereurs faibles, dégénérés, entourés de bâtards impurs, il régnait dans leur âme le même esprit d'honneur et de fidélité que chez les anciens Romains. L'immigration de cette vague germanique qui allait submerger l'Empire romain constitue une refondation de Rome. Les soldats germains qui commencent à peupler l'Empire et à constituer les légions d'auxiliaires sont désormais le fondement de l'Empire et du pouvoir. Campagne après campagne, la tactique romaine se montre impuissante face à cette force originelle qui est à l'œuvre. Des esclaves blonds et gigantesques font leur apparition à Rome. La beauté germanique devient à la mode dans ce peuple décadent et sans idéal. Les Germains libres sont désormais chose courante et leur fidélité de soldats devient de plus en plus le meilleur soutien de César. À l'époque de Constantin, la quasi-totalité de l'armée romaine est germanique. Cette présence germanique réconcilie la cité avec ses origines nordiques après une longue décadence raciale. Isolés des Romains par des législations matrimoniales et par leur foi arienne, les Goths, puis plus tard les Lombards, ont le même rôle créateur que jadis cette première vague nordique qui avait bâti la vieille Rome républicaine. Bien loin d'être les destructeurs de l'Empire, ils ont été la substance de régénération biologique, comme en témoigne ensuite la Renaissance en Italie. En effet, l'Empire s'est ensuite naturellement déplacé de Rome vers le nord, avec Charlemagne puis Othon. Cette régénération raciale de l'Empire ne fut cependant pas suffisante. Rome a succombé à ces bouleversements nombreux comme la Grèce. Puis d'autres vagues ultérieures fit que la Renaissance ait fleuri dans le nord de l'Italie, où l'élément nordique était le plus fort, et non dans le sud à prédominance méditerranéenne. En conclusion, l'élite de la Grèce et de la Rome antique était au départ liée à des peuples aux cheveux et aux yeux clairs. Cette race ne s'est pas contentée de créer ces civilisations, elle les a aussi périodiquement régénérées.
Mais cette substance biologique primaire a subi des offensives de plus en plus intenses, jusqu'à son éclatement ultime, que ce soit à travers la lutte qui l'opposait aux populations orientales et asiatiques, ou à cause de guerres fratricides, de mélanges et de mauvaises décisions politiques. La vénération de l'Antiquité grecque et romaine au sein de la civilisation européenne nous montre que notre instinct civilisateur ne s'est jamais endormi. Cet instinct nous fait reconnaître comme spirituellement et physiquement apparenté à tout ce qui est lié au Parthénon.